Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Matière », a été réalisée le 6 mai 2021. Me construire moi-même, cela me donne de la force, me construire comme un édifice. Mais fait d'action, d'émotion et de pensée. Si les fondations ne sont pas solides, l'édifice peut s'effondrer. Mais si elles ne sont pas souples, un tremblement de terre peut les faire s'écrouler. Un tremblement de terre est comme une crise qui brise ceux qui sont si rigides dans leur attitude, leurs sentiments et leurs croyances que le moindre mouvement peut détruire tout ce qu'ils ont construit. Il faut construire une structure à la fois solide et souple, capable de s'adapter aux mouvements du monde, mais intègre. Comment y parvenir ? En commençant par le plan mental, la manière d'y parvenir est de transformer les idéologies en philosophie. Une idée se réfère à l'apparence des choses, non pas à ce qu'elles sont réellement, mais à ce que j'en perçois. Cette perception peut devenir une constante qui marque de nombreuses autres idées dans la vie, se transformant en croyance. La croyance est un ensemble d'idées qui ont constitué les fondements d'une façon de penser. À titre d'exemple, on pourrait dire que tu as grandi avec une idée de ce que signifie être argentin, car la culture, la société et la famille qui t'entourent t'ont montré au fur et à mesure que tu grandissais une idée de ce que c'est. Et pourquoi est-ce une idée ? Parce que tu as simplement grandi avec l'idée d'être argentin dans le sud d'une province de la région centrale, au sein de la classe moyenne. Mais tu n'as pas la vision complète de ce que c'est que d'avoir grandi dans chaque province et dans chaque couche sociale. Ainsi, tu sais ce que c'est que d'être argentin grâce aux livres, aux histoires, à l'école, à la télévision, aux amis et à la famille. Année après année, cela forge une idiosyncrasie, qui est le mélange de tous les concepts, idées et traditions d'un individu. Avec le temps, le cerveau s'adaptera à cet ensemble d'idées et formera une croyance qui est une création mentale, qui déterminera ta façon de voir le monde à partir de la vision que tu t'es forgée de ce qu'est être argentin. Les croyances sont donc un ensemble de perceptions qui s'établissent comme des structures aidant l'individu à interpréter le monde plus facilement. Elles facilitent la perception globale et universelle des choses. Les cultures, les sciences, la religion, les dogmes sont des formes sous lesquelles une croyance se manifeste. Les croyances sont généralement des données interprétées par un groupe de personnes en relation avec un lieu et un moment spécifique, ce qui est en fait une idée partagée, une idéologie. Celle-ci anime des courants de pensée au niveau éducatif, religieux, politique, économique, technologique, biologique, universel et agrotechnique. Elle génère des mouvements spécifiques au sein des peuples, partagés par de nombreux individus. C'est à l'origine du mot populisme, mouvement d'un peuple. Ces mouvements reposent sur des idéologies communes et rejettent l'idée de la libre pensée individuelle. Cela correspond à la nature humaine depuis des millions d'années. Et c'est pourquoi on considère que c'est la meilleure façon d'avancer, de prospérer. Cependant, en période de véritable transformation, les populismes ne font pas avancer les choses, mais les retardent. Comment une idéologie se transforme-t-elle en philosophie ? L'idéologie schématise les concepts en créant des structures immuables qui ne se brisent que sous l'effet des crises et des conflits. La philosophie est tout le contraire. Le mot philosophie vient de philos, amour, et sophé, sagesse ou connaissance. L'amour de la connaissance implique justement d'être flexible et ne pas se baser uniquement sur la perception que l'on a des choses, mais de s'ouvrir à d'autres perspectives, d'élargir son horizon, de chercher, de s'interroger, de douter, d'explorer, de découvrir.
La philosophie invite à une transformation constante, à ne jamais s'en tenir à une idée rigide sur les choses, mais à toujours les remettre en question afin d'avancer. Je comprends. Et sur le plan émotionnel? Le plan émotionnel nous amène à l'idée de passer du conditionnel à l'inconditionnel. L'émotion est un mouvement d'énergie qui a besoin d'une polarité avec ses extrêmes positifs et négatifs qui s'attirent l'un l'autre, créant ainsi une force en son sein. La force peut se générer de manière équilibrée lorsque les particules ou les personnes chargées positivement ou négativement ont le même poids les unes par rapport aux autres et décident de partager leur charge plutôt que d'y être contraintes parce qu'elles ont moins de poids. Pour que tu puisses le comprendre, représentons-le graphiquement. De l'inconscience naissent des liens conditionnels, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas partagée mais gagnée ou accumulée. Lien signifie chaîne, provenant de l'indo-européen wei, qui signifie plier, tordre, du latin vincere, attaché. La condition, comme nous l'avons dit, est ce qui est dit collectivement, stipulé en groupe. Par conséquent, un lien conditionnel se produit lorsque ce qui est dit par certains contraint d'autres à faire partie de quelque chose. Tu pourrais interpréter le lien conditionnel comme un objet de plus grande masse qui attire un objet de plus petite masse, le forçant à appartenir à son énergie, à en dépendre, tandis que celui de plus petite masse, n'ayant pas de force propre, se laisse manipuler par la masse plus grande, comme le Soleil avec la Terre avec le Soleil. Ah oui, je comprends cela. C'est comme dire qu'une personne qui n'a pas de force intérieure propre se laissera dominer par celle qui a plus de force ou de masse, et donc plus de pouvoir sur elle. Comment passer à l'inconditionnel? En puisant dans son propre courage et sa propre force, en tirant parti des ressources de la force des autres pour manifester son propre pouvoir, comme le fait la Terre en utilisant l'énergie du Soleil pour créer la vie. L'inconditionnalité, c'est reconnaître les liens et leur donner un but utile dans le développement personnel, en cessant de donner de l'énergie à l'autre pour en rayonner à partir de soi-même. L'inconditionnalité équivaut à l'énergie libre, où aucune force ne vous lie aux autres, mais où c'est vous qui choisissez de donner ou non, en respectant les méthodes de chaque être. L'inconditionnalité respecte les processus des autres et cherche l'équilibre entre eux, en reconnaissant que les émotions ressenties ne font pas partie de l'autre, mais de soi-même, et que chaque individu est responsable de ce qu'il ressent ou fait de ses sentiments. C'est-à-dire ne pas dépendre des autres tout en restant unis à eux. On appelle cela une relation inconditionnelle, c'est-à-dire des liens qui se répètent, comme des échos, dans lesquels on ne force pas l'autre à y prendre part, mais où les deux décident avec un poids ou une importance égaux. Pour être inconditionnel, tu dois retrouver le poids de ton propre être. Et ce n'est qu'ainsi que tu pourras être inconditionnel envers les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et pour cela, tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Bien sûr. Et sur le plan physique? Se construire sur le plan physique, c'est connaître les aptitudes et les attitudes dont tu disposes par héritage et par conception dans la vie. C'est passer de la réaction à l'action. Comme nous l'avons déjà dit, cela implique de cesser d'agir en fonction des héritages du clan, de la famille, afin de pouvoir prendre ses propres décisions, libres de leur conditionnement. Et pour cela, tu dois connaître les attitudes et les aptitudes de ton clan, de ta famille, connaître l'arbre généalogique, les conflits physiques et hérités qui composent ta matière, le tissu de ce que tu es aujourd'hui. Imagine que tu vis en ville et que tu achètes toujours ta nourriture toute prête ou au supermarché, sans te demander d'où elle vient. Tu manges n'importe quoi, mais tu commences à te sentir mal, voire à tomber malade, jusqu'à ce que quelqu'un te dise « c'est peut-être quelque chose que tu as mangé ». Pour savoir pourquoi ce que tu as mangé t'a fait du mal, tu dois chercher lequel de tous ces aliments t'a fait du mal et en connaître la cause profonde, savoir d'où vient cet aliment, s'il contenait des produits chimiques, s'il provenait d'une ferme, d'un champ ou d'une usine, si le produit était périmé, ou s'il s'agit peut-être d'un problème lié au sol ou à la provenance. Beaucoup de gens ne savent pas d'où viennent les produits.
Mais je parle de personnes qui ne savent pas à quoi ressemble un pommier ou un bananier, ou qui ne savent pas d'où viennent les œufs ou la viande, qui n'ont jamais vu le produit à l'état naturel. C'est pourquoi reconnaître l'origine de ce que tu consommes dans ta vie t'amène à te demander si tu souhaites continuer à t'en nourrir ou non, car tu es ce que tu manges. Ainsi, en reconnaissant l'origine et l'histoire de ta famille, ses expériences, ses dons et ses erreurs, tu peux te comprendre et savoir exactement ce que tu souhaites changer ou éveiller en toi, en cessant de réagir sous l'impulsion du passé pour agir en faveur de l'avenir. Changer ton alimentation, car tes actions et ce que tu en fais, ce que tu consommes du monde, génèrent la matrice de la matière que tu es, produit final de tes idées et de tes émotions sous forme de réaction. Ou, si tu deviens conscient, ce sera le produit final de ta philosophie et de ton inconditionnalité sous forme d'action. Cela me permet de manifester, de créer véritablement. Cela te relie à la force la plus puissante, la création, l'utérus de la mère universelle. Quelle est-elle? La matière. Dans les chemins et les idéologies spirituelles, la matière était considérée comme l'aspect sombre et dense de la vérité universelle. Une prison, un carcan pour l'esprit, un châtiment divin, voire un enfer devenu réalité. Cependant, dans la vision de l'univers, c'est tout le contraire. La matière, c'est la mer. Issu de l'indo-européen mater, le mot mer a donné naissance au concept de matière, comme le tissu de manifestation de la mer cosmique. Celle qui manifeste l'esprit, qui lui permet de vivre ses rêves, de les réaliser. La matière n'est pas une prison infernale, mais la libération spirituelle face à son emprisonnement éternel. La mer permet à l'esprit de vivre ses millions de possibilités, de concevoir, de ressentir, de vivre, d'agir. Sans matière, il n'y aurait pas d'univers. La matière est l'utérus de la concrétisation divine. Quand on nous dit comme commandement, tu honoreras ta mère et ton père, c'est comme dire aime la terre et le ciel, de la même manière. Car le ciel manifeste la terre, et la terre permet au ciel de se manifester lui-même. Lorsque tu découvres la richesse qui vit en toi, dans la conception de ton être humain, tu peux voir la beauté dans chaque atome qui compose le monde. Tu peux voir la lumière, les photons qui brillent dans chaque objet, même là où tu penses qu'il ne peut y avoir la lumière. Là, tu verras la beauté. L'esprit, l'âme et le corps ne sont rien d'autre qu'un atome composé d'un électron, d'un proton et d'un neutron. Les concepts transcendantaux que tu as attribués à des plans imaginaires existent. Et comme tu ne peux pas les toucher, ils se sont unis pour créer des tissus qui permettent à l'esprit d'interpréter ce que l'on ressent en caressant l'âme, en regardant l'esprit dans les yeux et en jouissant de l'action. La matière est le contact le plus direct que tu possèdes avec le monde divin. Dans le parfum d'une fleur, dans une caresse sur la peau, dans le chant des oiseaux, dans les rires entre amis, dans l'étreinte d'une mère, dans un plat délicieux, dans le fait de s'asseoir près du feu par une nuit froide, dans le fait de s'allonger dans un champ en été pour regarder les étoiles ou les formes des nuages, dans le fait de labourer la terre pour semer ta nourriture, dans le fait de les voir pousser, en faisant l'amour, en respirant, en nageant dans la mer et en flottant sur ses vagues, en regardant un éléphant marcher, une fourmi porter une feuille, en sentant le vent sur ton visage, en gravissant une montagne et en contemplant le paysage, en construisant un foyer, en apprenant quelque chose de nouveau, en jouant, en créant un projet avec d'autres, en partageant avec ceux qui en ont besoin, en pleurant une perte, en tombant amoureux, en buvant une boisson chaude, tout en regardant un film en hiver, blotti dans son lit, en faisant un voyage, en volant, en marchant, en courant, en nageant, en sautant, en s'exprimant, en faisant ou en recevant de légers chatouillis, un regard profond, en recyclant et en voyant les déchets se transformer en compost, en caressant un animal, en se promenant dans une forêt, en allant à un concert, en jouant d'un instrument, en dormant, en rêvant. Tout est beauté. La matière est beauté, c'est la mère créatrice qui nourrit l'esprit.
Nous avons malmené le concept du matériel, en considérant la personne matérialiste comme celle qui vit dans une basse vibration ou perdue, en croyant que pour être conscient ou spirituel, il faut sortir de la matière. On a confondu matière et attachement, car il est plus facile de s'attacher à quelque chose de physique ou de s'y identifier qu'à quelque chose de mental ou d'émotionnel. On associe l'attachement au fait d'avoir, de posséder des choses matérielles, de s'accrocher à ce monde, alors que la même chose se produit avec l'autre, comme celui qui s'attache à l'idée de venir d'une autre dimension, ou de mondes subtils comme ceux des Pléiades. Et parfois les êtres subtils, détachés qui viennent des Pléiades, oublient quelque chose de fondamental, à savoir que cet ensemble de 7 étoiles, Astérope, Mérope, Electra, Maia, Taygeta, Séléno et Alcyone se trouve au cœur de la constellation du Taureau, la matière, la maison. Le subtil ne se trouve pas dans les cieux, mais au cœur de la réalité physique. Lorsque tu aimes la matière, tu atteins plus rapidement la lumière divine. Parce que c'est la mère spirituelle. C'est pourquoi tu dois transcender ton idée de ce que représente la matière, pour la considérer comme le véhicule de ton existence spirituelle et cesser une fois pour toutes de blâmer le physique, pour ton incapacité à te gérer intérieurement. Je suis la mère, car je suis composée de matière spirituelle. Et cela te rappellera toujours que tu es la source de toute manifestation, car ton corps est la conséquence de ton esprit. Et en éveillant ton esprit, tu deviens le tisserand des réseaux de la réalité. Et ainsi je reconnais que je suis l'origine de la matrice.